Mesdames et messieurs, encore une fois, je suis heureux de vous savoir nombreux chez vous à l'émission Droit à la parole. Nous sommes bel et bien en pleine campagne électorale. À part le fait qu'on vous dise votez pour tel et ne votez pas pour tel, il y a aussi ceux qui proposent des idées et des discours. Cette période de notre histoire est une période importante parce qu'elle nous permet de scruter un certain nombre de valeurs et de restituer à l'histoire les vraies propositions. Je suis donc à la recherche des propositions originales et je suis heureux d'être ici dans une maison où un homme politique que vous connaissez très bien, qui est déjà présent sur la scène politique nationale depuis une vingtaine d'années, mais qui a aussi d'autres casquettes, a accepté de nous parler, loin de sa circonscription électorale, comme quoi il partage avec la nation ses désirs d'émulation. Je voudrais donc vous présenter mon invité de ce jour, l'honorable Kinke Trifon Moulumba, honorable professeur, parce que je suis habitué à vous appeler professeur, vous me comprendrez, et merci donc de me recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie. Voilà, vous êtes en train, sur le départ vers Massimanimba, votre fonction électorale, et Dieu merci, vous avez quand même eu quelques minutes avant votre départ. J'ai suivi votre discours de campagne que vous avez lancé ici à Kinshasa, et c'est autour de ce discours que je voudrais discuter avec vous. Je vous en prie. Alors, automatiquement dans vos discours, vous avez un langage, c'est la première question. Vous dites que nous sommes en guerre, nous devons mener une bataille, et nous devons la gagner. Je m'attendais à ce que vous désigniez l'ennemi, mais en même temps, pourquoi vous pensez que c'est une guerre? La politique est une guerre. Un parti politique, c'est une de parties à la guerre ou à la bataille. Il s'agit d'une guerre pour gagner, pour convaincre, pour gouverner. Et vous êtes donc le général de votre armée. Je suis le commandant en chef de mon armée. Voilà. Ici, nous parlons du Parti pour l'Action, qui est votre parti. Professeur, alors vous dites que c'est une guerre et que vous avez donc des adversaires, vous avez des ennemis. Alors, vous dites dans votre discours, je crois que ceux qui l'ont lu ont compris comme moi, vous identifiez des ennemis. Je pensais que vous allez identifier des hommes, des groupes d'intérêt, mais vous identifiez des concepts clés, des comportements clés. Pourquoi? Clairement, parce que l'ennemi, ce n'est pas l'homme qui représente une valeur négative. L'ennemi, c'est la valeur. Parce qu'à partir du moment où la valeur s'incruste au sein de la population, il faut la combattre. Les hommes, comme je l'ai dit aussi dans ce discours, ne sont que des êtres avec leurs forces, c'est vrai, mais avec surtout leurs faiblesses. Donc, ils sont informés, ils sont formés, et précisément, je dis comment changer, comment aller à cette guerre, c'est par la communication, c'est par l'information. Parce que si l'homme n'est pas informé, il n'est pas citoyen. Et vous parlez de Massimanimba, c'est plus clair s'agissant de Massimanimba. À je dirais, quelque chose comme 3h30, 4h de route d'ici, de Kinshasa, eh bien, cette population, ce peuple, il y a 2 ans encore, s'informait sur les tableaux noirs, ne savait rien de ce qui s'est passé tout autour. Et donc, son vote peut être orienté par son niveau de connaissance. Donc, je dis, l'ennemi, ce n'est pas l'homme. L'ennemi, ce sont les valeurs qu'il inocule au sein de la population. Et c'est contre ces valeurs-là que vous vous battez. Voilà. Vous avez identifié ces valeurs, vous avez ces antivaleurs en fait. Ces antivaleurs. Vous parlez donc de l'idolâtrie, vous parlez du satanisme, vous parlez de l'ignorance qui entraîne l'incurie et la pauvreté. Exact. Alors vous dites effectivement qu'un peuple non informé, non formé, va forcément faire un mauvais choix. Exact. Mais alors quelque chose d'assez fort, et je sais que vous avez levé là, vous avez levé une polémique énorme, mais je sais que vous êtes habitué aux polémiques. Vous dites effectivement que ces églises noires, ces églises des Noirs africains,
c'est eux qui sont à l'origine de cette propension à l'ignorance. Est-ce que, sur quoi vous vous fondez pour dire ça? Non. Dans le pays Congo, l'espace Congo, le Bandundu précisément, il y a des églises qu'on appelle de Noirs d'Afrique. Eh bien, c'est pratiquement de gourou qu'ils fabriquent. C'est pratiquement l'esprit satanique qu'ils fabriquent. Vous avez dû entendre dans ce pays Congo qu'il y a un ancien gouverneur de province, aujourd'hui encore, je veux dire, dans cette terre contemporaine, qui est mort, paix à son âme, mais dont la femme est morte. Et l'histoire m'a été racontée par l'évêque de Kikwit, Mounoumou. Sa femme est morte, eh bien, il a gardé le corps de sa femme dans sa maison pendant 2 semaines. Il s'était enfermé en disant « Personne ne peut prendre ce corps ». Et l'évêque est venu pleurer, supplier devant la porte fermée de ce gouverneur de province, donc à l'époque contemporaine, puisqu'il a été nommé par... C'est à l'époque de Laurent Désiré Kabila. Alors voilà, vous le connaissez. Alors, il a pleuré, il a supplié, jour et nuit, donnez-moi ce corps, rendez-moi ce corps. Ce gouverneur a dit, pas question. Et c'est par miracle qu'il a pu finalement remettre le corps. Premier cas. Deuxième cas, vous avez dû peut-être entendre quelqu'un, toujours dans ce pays Congo dont je parle, qui a décidé de traverser la rivière Kwilu à pied, en disant... Il va marcher. Il va marcher comme Jésus. Eh bien, vous allez voir, je vais marcher comme Jésus. Eh bien, ce qui est arrivé, ce qui devrait arriver, est arrivé. Il s'est noyé. Il s'est noyé, on l'a retrouvé le corps plus bas, mort, bien entendu. C'est des croyances comme ça qui sont ancrées au sein de notre population. Et cette population-là est une population qui vit, si vous voulez, les années de Capharnaüm, je l'ai dit. Dans les discours. Exactement. Alors, c'est des gens comme ça qui croient qu'effectivement, s'il ne pose pas un tel acte, il est frappé par le mauvais sort. S'il ne pose pas un tel acte, son champ ne va pas donner le manioc. Et il pose des actes irréfléchis. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. Justement, il faut prendre notre peuple, il faut en faire le citoyen. Et c'est notre combat. Mais c'est quand même étonnant que tout au long de cette législature, cette question culturelle puissante, qui devient quand même comme un frein à l'émergence d'une citoyenneté, n'a pas été évoquée. Vous, quand même, je vous prends au mot. Pendant 5 ans, est-ce que vous n'avez pas abordé cette question au moins une seule fois sous le perchoir? Willy Kalengai, vous êtes un homme tellement intelligent. Je ne le dis pas parce que vous êtes en face de moi. Vous savez, je dis ce que je crois, ce que je pense. Et vous sentez parfaitement les choses et vous les dites, c'est bien. Mais vous oubliez que je n'étais qu'un député indépendant. Un député indépendant ne peut rien porter. Il est seul et seulement seul. Le combat, la guerre dont nous parlons, c'est une armée. C'est des hommes. Voilà pourquoi nous avons créé un parti politique, justement pour faire bouger les choses, voilà, et faire avancer les idées. Et je ne pouvais pas faire ça à l'époque. Personne ne m'aurait suivi, personne ne m'aurait compris. Aujourd'hui que nous avons une armée, le Parti pour l'Action. Nous développons des idées, des croyances. Nous pouvons donc effectivement, comment dirais-je, faire venir ces idées, faire pousser ces idées, le faire avancer. Alors, que valent finalement ces élections, in fine, si elles vont se dérouler dans un peuple
qui est traversé par tant d'incohérences, par tant d'appels du noir. J'appelle ça les appels de l'obscurité, de l'appel des ténèbres. Alors vous allez... Qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ces peuples? Quels peuvent être les résultats finalement des élections pareilles? C'est des élections qui vont être difficiles. On le voit. Aujourd'hui encore, elles ne se déroulent pas sur des idées, elles se déroulent sur des banderoles. Celui qui a le plus déployé de banderoles sera sans doute le plus vu au niveau de législative. En tout cas, je connais des collègues qui pendant toute la législature n'ont jamais pris la parole. Je connais des collègues qui ne peuvent être porteurs de rien, mais qui ont des moyens financiers et qui ont déployé de la visibilité. Et justement, en l'absence de l'information, il y a un problème. Mais, Willy, il fallait commencer quelque part. Nous avons commencé les élections en 2006. C'est un processus, la démocratie. Nous sommes aujourd'hui en 2011. J'ai toujours pensé qu'une élection améliore une autre. Celle de 2006 a été une affaire difficile. Celle de 2011 sera beaucoup plus intéressante sur le plan politique, mais on n'a pas fini. Nous sommes encore sur le chemin. Voilà, nous sommes dans le processus. Peu à peu, nous allons atteindre les niveaux qu'ont atteints les grandes démocraties. Alors, vous dites effectivement que l'ennemi, c'est l'incurie, c'est l'analphabétisme, c'est l'ignorance, et que pour cela, vous apportez, vous indiquez un objectif, vous dites, vous voulez faire de votre citoyen, du citoyen congolais, un citoyen mondial, un citoyen universel. Et pour ça, vous faites le parti. Mais là où je voudrais quand même que vous puissiez être plus précis, le parti Action, vous dites dans votre discours que c'est un parti sociologiquement homogène. Vous revendiquez une certaine tribalité de ce parti. C'est un parti, est-ce qu'on peut appeler le parti P un parti tribal? Je ne serai pas fâché. Je suis docteur en sciences politiques, j'ai étudié plein de systèmes politiques dans le monde. Prenons la Belgique. La Belgique n'a que des partis politiques tribaux. Allez en Allemagne, vous verrez, tel parti, son fief, c'est là. Il n'y a jamais en Belgique des partis politiques nationaux. Ça n'existe pas. Et comment voulez-vous qu'un pays aussi énorme que le Congo, aussi émietté culturellement, qu'on puisse avoir des partis politiques nationaux? C'est pour ça que les partis politiques nationaux n'ont jamais gagné dans ces pays. Prenez l'exemple du MNC, Lumumba. Il a échoué. Il a dû faire coalition avec le PSA, avec l'Abaco. L'Abaco, c'est quoi? C'est une association tribale. Le PSA, de Gizenga Kamita Tumulele, c'est un parti politique tribal. Il n'a eu des députés que dans le Kwilu. Eh bien, aujourd'hui, le Palou n'a eu des députés que dans le Kwilu, dans le Bandundu et dans sa diaspora kwiloise, bandundoise. Alors, il faut dire la vérité aux gens. Nous n'avons pas la possibilité de nous disperser. Nous voulons prendre le peuple, notre peuple, là où nous sommes bien présents, sociologiquement, culturellement. J'ai toujours parlé de la côte ouest, c'est-à-dire le Bandundu, Kinshasa, le Bas-Congo. Parce que nous avons une langue qui nous cimente, qui nous bétonne. La culture, c'est une langue commune. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas partager avec d'autres. Nous sommes une nation. Mais nous sommes une nation avec 400 tribus. C'est pour ça qu'il y a 400 partis politiques.
ça sera impossible pour le PA aujourd'hui d'avoir des députés dans la partie, j'allais dire, nord de l'Équateur. C'est impossible. Ça sera difficile aujourd'hui pour le PA d'avoir des députés à Fizi-Baraka. Et parce que d'abord, le président n'en parle pas la langue. Je pense que le moment est arrivé de dire la vérité au peuple congolais, de dédramatiser ces discours. C'est des discours souvent faussement nationalistes. Quand vous voyez ceux qui parlent de nationalisme, finalement, vous grattez, vous ne voyez qu'ils ne puisent qu'au sein de leur tribu. Alors, pourquoi parle-t-on de nationalisme? Une fois de plus, on parle de nationalisme à un peuple qui n'est pas éduqué, qui n'est pas informé. Et nous avons là le pouvoir d'éduquer notre peuple pour en faire un peuple citoyen. Alors, ce que vous dites là, vous vous rendez bien compte, est suffisamment révolutionnaire, et pour certains révoltant, parce qu'ils vont dire, mais comment nous nous battons pour la nation congolaise, nous détribalisons l'action politique, nous sommes au-dessus des ethnies, et ils nous ramènent à l'ethnie. Or, selon votre argumentaire, l'ethnie est une donne avec laquelle il faut construire. Que devient la nation congolaise si les partis politiques, tous les partis, suivent le modèle PA? La nation, c'est l'espace commun. La nation appartient au peuple du Congo. Le Congo est formé par des peuples. Et il vous appartient à vous, journalistes, si bien informés, si bien intelligents, vous qui voyagez, de pouvoir donner l'information au peuple congolais. Et ce que je regrette le plus au niveau de nos médias qui sont si nombreux, c'est que lorsque je passe d'une chaîne à une autre, c'est des interviews. Eh bien, il n'y a pas dans ces pays, j'allais dire, des faiseurs d'opinion, des maîtres penseurs. Regardez, dans des grands pays, dans des grandes démocraties, des journalistes, quand ils prennent la parole, eh bien, ils entraînent. Et ici, dans notre pays, ce sont des interviews. Et il m'arrive parfois d'assister à des interviews où les journalistes sont parfois plus intelligents que celui, voilà, son invité. Et c'est bien triste. Je dis qu'il faut arrêter de mentir au peuple. Quand on dit un parti politique doit être national, ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire qu'il doit avoir des représentants dans le pays entier. Non. Je suis... Mais selon la Constitution, c'est une exigence constitutionnelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas une disposition constitutionnelle qui dise que tout parti politique, pour être parti politique, doit avoir des députés dans toute la province. Non. Il n'y en a pas de députés, mais parmi les fondateurs, on parle d'une représentativité nationale. Mais bien sûr que le PA n'est pas fondé que par des gens de la côte ouest. Nous avons des collègues des provinces de l'Est, des provinces du Sud. Mais nous savons, nous connaissons notre capacité à mobiliser et nous connaissons notre peuple, notre culture. On ne fait de la politique qu'avec les réalités sociologiques. Il ne faut pas venir... C'est pour ça que quand nos chefs d'État disent l'Afrique a ses réalités, voici, entre autres, les réalités. En clair, je ne vois pas en quoi le discours du PA pourrait révolter certains. Au contraire, le discours du PA, c'est un discours de pragmatisme. Et vous êtes vous êtes logique avec vous-même, parce que quand vous posez cette problématique de l'ancrage sociologique comme étant le centre d'impulsion de votre action politique, tout à fait, vous allez plus loin, vous identifiez même le peuple. Vous avez dit le peuple Congo. Mais vous allez plus loin, et dans votre discours, je crois que ceux qui l'ont lu le savent,
Vous dites effectivement que le peuple auquel vous faites partie, le Mbala, ce peuple-là est un peuple qui a beaucoup souffert dans ce pays et que quand vous regardez sa participation à l'ensemble de l'action publique, ce peuple, il serait victime d'un bannissement. Mais voilà, vous me donnez raison. Aujourd'hui, dans ce gouvernement, dans cette gouvernance nationale, née depuis les dernières élections, il n'y a pas un Mbala. Aucun Mbala. Ministre. Il n'y en a pas. Citez-moi un seul. Vous êtes un journaliste, Vous savez, c'est... un grand politique. Il n'y en Je a n'en pas. connais pas beaucoup de journalistes politiques comme vous. Il n'y en a pas. Or, le peuple Mbala est comme le peuple Bashi. Le peuple Mbala est comme le peuple Mouloubakat. Le peuple Mbala est comme le peuple, j'allais dire... Songé. Non, les grandes tribus, je veux dire, c'est une grande tribu. C'est comme le peuple de l'Équateur, Les Mongos. les Mongos, voilà. Et, mais à qui voulez-vous que je m'en prenne? À personne. Parce qu'il y a eu des élections qui ont été démocratiques, qui ont donné un leadership. Et ce leadership, forcément, a été récupéré par ces réalités dont nous parlons. Il se trouve que dans ce leadership, il n'y a pas un Mbala. Les Mbala, peuple, le Bandundu. Mongolodia qui est un Mbala. Vous citez aussi Mavinga Mankoy. Oui, Vous tout ça là, citez Mafema. Mafema, vous citez Maître Gérard Kamanda. Voilà. Ça, c'est la grande tribu Mbala. Avec le Ngongo, Kamitatu, Ngongo. Non, nous sommes un peuple que hier on appelait le peuple du quartier latin. Aujourd'hui, il n'y en a pas. Simplement pourquoi? Nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Les élections de 2006 ont donné un pouvoir, un leadership qui est exercé dans le Bandundu par le Palou. Et le Palou a des origines à Gungu. Donc, c'est un territoire différent de l'Est par rapport à nous de l'Ouest. C'est-à-dire dans la province du Bandundu. dans la province du Bandundu. Eh bien aujourd'hui, il n'y a pas photo, le leadership du Bandundu aujourd'hui est exercé par le Pende et les Pende de Gungu. Ouais. Au point où j'ai vu une fois à la télévision le peuple Pende d'Idiofa en train de manifester. Alors naturellement, il se trouve que le peuple Mbala constitue le gros des troupes qui donnent ses voix à la vie politique. Et nous sommes en train de sensibiliser ces peuples Mbala et ses alliés pour qu'ils se prennent en charge. Mais je vais plus loin. Je vais plus loin. Et vous m'en donnez l'opportunité. Le Congolais oublie la culture. Le Congolais oublie l'histoire. Ils pensent qu'ils peuvent faire la politique sans la culture, sans l'histoire. Il faut vous connaître. Qui êtes-vous? Mais le peuple Mbala, c'est quel peuple? Mais le peuple Mbala peuple une bonne partie du territoire de Boulungu, la majeure partie du territoire de Massimanimba, une bonne partie du district du Kwango. Eh bien, même dans Idiofa, dans Gungu, on trouve le peuple Mbala. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que le peuple Mbala a constitué en 1960 le verrou qui a fait que le régime à Kinshasa n'est pas tombé. Parce que pour venir à Kinshasa, faire tomber le régime,
eh bien, il fallait passer par le peuple Mbala, sur le corps du peuple Mbala. Le peuple Mbala a dit non. Et à l'époque, c'était à la rébellion ou les listes. Exactement. Qui étaient en réalité contre voilà. le régime en place. Il faut savoir son histoire. En 1960, Kamitatou Cléophas, eh bien, gagne les élections au niveau du PSA. C'était le président provincial du PSA. Le président national était qui? Antoine Gizenga. Le secrétaire général était qui? Pierre Moulele. Tous les deux de Gungu. Tous les deux Pende. Mais les députés du PSA à l'Assemblée provinciale ne sont que des députés. Voilà. Que Kamitatou de Massimanimba a amené à Kinshasa. Alors, se pose un problème. Le président de la République est Kasavubu, le Premier ministre est Lumumba. Eh bien, ça c'est l'histoire. Et vous connaissez votre histoire. Le clergé catholique est un peu, il y avait un grand débat à cette époque. Ah, attention, le communisme, ah, attention, le marxisme, ah, attention, le léninisme. Alors, on voit Lumumba communiste. Vous savez, moi j'ai étudié dans le Bandundu et j'ai étudié à l'internat chez les frères joséphites. Eh bien, à 19h avant d'aller se coucher, nous faisions la prière sous la conduite des frères joséphites qui nous disaient « Oh Dieu, priez pour que Lumumba meure ». Et nous on priait. Terrible. Pour que Lumumba meure. Parce que c'était un communiste. Il ne peut pas régner, il ne peut pas gouverner ce pays. Il va en faire un pays, un régime, il va faire totalitaire. Nous, on priait chaque soir à 19h pour que Lumumba trouve la mort. Donc Lumumba est Premier ministre ici. Le clergé catholique estime qu'on ne peut pas donner le poste de chef de l'État de la province de Léopoldville à un communiste, à un lumumbiste. Et le clergé catholique travaille, convainc Kamitatou pour qu'il se porte contre Gizenga et barre la route à Gizenga. Et effectivement, étant donné que Kamitatou avait la majorité, c'est comme ça qu'il devient gouverneur. C'est comme ça qu'il devient le président provincial de Léopoldville. À l'époque, c'était la grande province. La grande province, le Bandundu et le Bakongo, la très grande province. Eh bien, il fait un coup d'État à son président national. Eh bien, Gizenga prend très mal ce coup d'État. Il va voir Lumumba pour dire, écoutez, on m'a fait un coup d'État, je suis au chômage, je n'ai rien. Gizenga dit, ce n'est pas grave. Vous êtes mon allié le plus sûr, et Gizenga crée un poste... Lumumba crée un poste de vice-premier ministre sans portefeuille qu'il confie à Gizenga. Mais tout de suite, la guerre contre le communisme, contre le totalitarisme se poursuit. Parce que Kasavubu vient à démettre, à révoquer Lumumba. Réaction de Lumumba, il le révoque à son tour, Kasavubu. Et c'est Mobutu qui entre en scène. Il le neutralise le deux. En réalité, il neutralise Lumumba. Il laisse fonctionner Kasavubu. Vous connaissez la suite. Lumumba part vers le Katanga. Il trouve la mort dans des conditions tragiques. On n'en a jamais trouvé le corps. Gizenga fait quoi? Gizenga quitte Kinshasa, puisqu'entre-temps, quand Lumumba a révoqué quand Kasavubu a révoqué Lumumba, il a révoqué 7 de ses ministres, dont Moulele, qui était ministre de l'Éducation nationale, Beignet et d'autres. Ils ne sont pas à mesure de fonctionner à Kinshasa comme nationalistes, comme lumumbistes, comme tout ce que vous voulez. Et ils partent vers la province orientale, à Kisangani, où une république populaire du Congo voit le jour, dirigée par Gizenga et Beignet. Il se trouve que, entre-temps, Kamitatou joue le jeu de Mobutu,
qui est un fils de Masimanimba, joue le jeu de Mobutu. Gizenga est délogé à Kisangani, il va en prison, puis il part en exil, arrive le gouvernement Lumumba, vous connaissez votre histoire, l'histoire de ce pays, c'est Kamitatu qui remplace finalement Gizenga. C'est toujours les Mbala, la tribu Mbala, Masimanimba, qui règne dans Kinshasa et auprès de Mobutu et auprès de ce que l'on disait, les capitalistes, les Américains, tout ça là. Moulele qui a été nommé ambassadeur de la République populaire du Congo au Caire, si vous voulez, part en Chine où il apprend les techniques de la guérilla et revient ici et lance la rébellion. C'est l'espoir pour le lumumbiste. C'est l'espoir de voir renaître le lumumbiste. Et effectivement, la rébellion mouléliste occupe les 3/4 du pays. Mais tant qu'on n'a pas occupé la capitale, eh bien on n'est rien. Pour qu'il passe ici et prenne le pouvoir, il faut qu'il puisse vaincre l'Mbala. Le verrou est constitué par l'Mbala. Moulele est vaincu parce qu'entre-temps, il y a eu changement de régime à Brazzaville. C'est Massamba Deba qui a succédé à qui vous savez. Et il n'est pas totalement d'accord avec cet esprit-là. Il ne veut pas servir, il ne veut pas voilà, de base arrière à la rébellion mouléliste. Eh bien, Moulele n'a plus d'approvisionnement et il doit rejoindre Brazzaville par la pirogue, en passant par Djouma, c'est chez nous, tout ça là, et rejoint Brazzaville où il est pris par des pêcheurs. Il est remis entre les mains de Massamba Deba. Mobutu apprend, Bomboko apprend, Bomboko est toujours en vie. Il va à Brazzaville négocier le retour de Pierre Moulele ici. Qu'est-ce qui se passe? Mobutu apprend, il se trouvait au Maroc, à Rabat. Entre-temps, Moulele est amené ici avec femme et un autre de ses partisans. Ils ont été pris par le Kaméaniola, tout ça là, la grande fête ici. Ils sont logés chez Bomboko. Quand Mobutu revient, tous les généraux, Bobozo et les autres, se réunissent. Mais cet homme a tué tous nos enfants, tous nos camarades. Nous ne pouvons pas accepter qu'il revienne. La rébellion mouléliste a décimé, a détruit toute l'élite pendée. Dans Gungwe, dans Idiofa, nous sommes, Masimanimba, le seul territoire qui n'a jamais connu la rébellion. Et quand Mobutu arrive ici, il faisait une conférence, je crois, au parc botanique, et puis il annonce effectivement cette nouvelle. Les militaires, les généraux décident d'en découdre avec Moulele. Comment est-ce qu'ils font? Eh bien, il commence par lui couper les oreilles, il commence par lui couper les bras, il commence par lui arracher les yeux, il commence même par lui couper les organes génitaux vivants, il les met dans un sac. Ils vont le jeter dans le fleuve. Une mort tragique. Mais tout ça se déroule alors que Kamitatu est au pouvoir avec Mobutu. Alors que Masimanimba, alors que les Mbala, c'est comme ça qu'ils sont présentés, jouent avec les léopards ici à Kinshasa. Bon, voilà. Donc je conclue. C'est très important. Je conclue. Gizenga, qui a vu Lumumba disparaître dans des conditions tragiques dont on n'a jamais trouvé le corps, qui met en place un gouvernement, la République populaire du Congo, à Kisangani, qui connaît un échec. Pierre Moulele qui peut faire renaître l'espoir, j'allais dire, aux lumumbistes et aux collectivistes et tout ça, est vaincu et assassiné, exécuté dans des conditions tragiques. On n'a jamais retrouvé le corps de Moulele, exactement comme Lumumba. Eh bien, entre-temps, notre grand frère, notre papa Gizengeou, il est en exil, dans la privation la plus totale. Et vous connaissez l'exil. Et qui danse avec le léopard ici? C'est Kamitatu, d'après ce qu'on dit, et Masimanimba, pro-pouvoir. Puis arrive 2011, la démocratie, et puis la grande nouvelle, c'est quoi? C'est que quand Gizenga revient, eh bien, Lussor et alliés veulent lui faire, comment dirais-je,
bon accueil, veut le recevoir. Mais quand Lumumba, quand Gizenga demande à voir qui l'invitait, il se rend compte que parmi ceux qui l'invitaient, ce sont les anciens tortionnaires. Entre-temps, notre frère Kamitatu a quitté Mobutu pour rejoindre Ileyo, et donc Tshisekedi, il ne joue plus avec Mobutu, il joue avec les opposants. Quand Gizenga voit que sur cette liste, il y avait un certain Kamitatu, dit, pas question, Yann Diver. Ça a commencé à cette époque-là. Jusqu'aujourd'hui, on dit même, il faut vérifier, que la querelle entre l'UDPS et le PALU prouve ses origines, notamment dans cette question-là. Alors, en 2006, élection. Mais ce qui devrait arriver est arrivé. C'est-à-dire les collectivistes, les capitalistes, qui ont toujours pris le mbala pour les collectivistes, j'allais dire les communistes, qui ont toujours pris le mbala pour des traîtres, des traîtres, pour des capitalistes, et tout ça. Eh bien, il se trouve que, on dit, la vengeance est un plat qui se mange même surgelé. Eh bien, aujourd'hui, c'est eux qui ont le pouvoir. Voilà. Et je peux comprendre qu'il n'y a aucun mbala dans les structures. Dans la mesure où le Bandundu est porté par... Professeur Kinké, ce que vous avez dit est important à plus d'un titre, parce que vous donnez des instruments théoriques aux chercheurs, aux analystes. Nous ne devons pas analyser les phénomènes politiques avec beaucoup de distance. Il faut aller jusqu'au bout, il faut aller toucher du doigt. Alors maintenant, comme il n'y a pas beaucoup de minutes dans une émission comme ça, nous allons rapidement aller à 2-3 questions. Effectivement, vous créez le PA avec un ancrage Mbala, avec un ancrage historique que vous avez dit de droite un peu, parce que... Tout à fait. Mbala, non, je parle du Congo, le peuple Congo, l'espace, la côte ouest. Avec une vengeance historique, avec une conflictualité. Nous avons une histoire. Oui, cette histoire existe. Nous avons une histoire. Mais alors, dans votre propre discours de lancement de campagne, vous dites effectivement que ces bannissements-là va prendre fin d'une certaine manière parce que vous pensez que Joseph Kabila, le président actuel, est celui qui ouvre les Mbala au monde et qui, en réalité, un peu rétablit l'équilibre des peuples et la vérité historique. Et pourtant, lui-même, Joseph Kabila, est un lumumbiste issu de, entre guillemets, de cette famille collectiviste dont vous avez parlé. Comment vous pensez qu'il a pu lier cela? Comment vous liez les deux? Écoutez, Willy... C'est vrai qu'il vous a visité 2 fois, c'est vrai qu'il était avec vous, c'est vrai qu'il vous aime bien, il l'a manifesté. Et ça suffit pour bannir toute une politique? Mon intime conviction, c'est qu'il y a des idées qui sont diffusées dans l'opinion. Et il y a des réalités. Je laisse à l'histoire les soins de juger les uns et les autres. Vous dites, le président Kabila est lumumbiste. Possible. Mais il est au sein de l'AMP avec des partis politiques qui ne sont pas des partis politiques. Des libéraux. Voilà. Des libéraux. Non, c'est important. Je vous en prie. Alors, vous le jugez, vous, en tant que lumumbiste. Moi, je note en tant qu'analyste que le président de la République, par 2 fois, il s'est présenté comme indépendant. Donc, il veut être le représentant du pays, de la nation. Que chacun de nous trouve en lui la qualité qu'il veut et lui donne l'étiquette qu'il veut. Moi, il y a 3 choses qui m'ont le plus plu en lui. C'est sa simplicité. C'est un homme extrêmement simple. C'est son humilité. C'est un homme extrêmement humble. Et c'est le respect qu'il porte aux gens. C'est pas qu'il inspire le respect, ça ne m'intéresse pas. Mais il porte le respect aux gens. Quand il vous reçoit avec tout le respect vous. Et il a de la vision, cet homme. J'ai vécu longtemps à l'Est, dans le cadre de la rébellion. On avait une certaine image
de nos personnalités politiques ici. Et ces images sont véhiculées justement par les médias. Mais le jour où j'ai découvert cet homme, je peux vous assurer qu'il a un potentiel énorme. Et immédiatement après, je l'ai témoigné. J'en ai parlé à Rouberois, qui était vice-président de la République à ce moment-là, l'un des vice-présidents de la République. Je crois que j'en ai parlé même à Jean-Pierre Bemba. Et j'ai témoigné dans un écrit qui est resté célèbre, ma rencontre avec Kabila. Dans le soft. Dans le soft, dont je suis le patron. C'est bien de le dire. Oui. Je vous dis, Kabila, Joseph, il y a très peu de gens qui les connaissent. Alors je dis bravo à ceux qui lui trouvent de qualité, qui leur sont proches, qui leur sont communes. Moi, Kabila, je le trouve comme un très grand président avec qui je peux travailler et qui défend des idées libérales, des idées de développement, des idées anti-incurie. Même si vous n'avez jamais été nommé ministre pendant cette législature. Ah, je vous ai expliqué tout au long de ce débat de quel côté ça venait? Les raisons qui peuvent Très bien. expliquer cela. Prof, deux questions pour terminer, parce qu'on n'a pas beaucoup de minutes. Votre discours a été tellement plein de matière qu'on n'en finit pas de rebondir. Vous opposez à ceux qui viendront vers le peuple avec des cadeaux, parce que vous supposez qu'ils ont été absents, ils viennent avec des cadeaux, ce sont des cadeaux qui infantilisent le peuple. Alors, vous pensez que c'est ce qu'il faut, c'est de l'effort de développement. Pourquoi vous êtes contre les cadeaux d'un peuple paupérisé, et qui peut-être peut ce qu'on appelle l'opération grand damage? C'est-à-dire, pendant cette période, ils peuvent au moins accéder à un minimum. Non, non, non. Je suis totalement contre ça. Simplement du fait des valeurs dont le pays a fait la promotion. Nous sommes pour l'effort, nous sommes pour le mérite, nous sommes le parti qui doit pouvoir travailler pour gagner, le parti des forgerons. Et je pense que j'ai regardé quelques débats à la télévision ici. Et tout le monde dit ça. Il n'est pas acceptable que ces débats ne puissent pas être portés par un discours politique. Et je l'ai dit au début, ce sont des calicots. Qu'est-ce que vous avez vu sur les calicots? Des slogans. Des slogans. Je n'ai pas vu un seul slogan. Et qu'est-ce que vous avez vu sur ces calicots? 95% de ces slogans, de ces calicots, parlent des individus. Ils ne parlent pas des partis politiques. Ni des idées. Ni des idées. Mais il y a un problème. Alors, venir avec ça, c'est ce que je dis à notre peuple. Venir avec un t-shirt, venir avec quelques graines de sel, venir avec quelques graines de sucre, c'est 100 fois rien. Venir avec un pagne, le pagne va se déchirer. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est venir construire. Et nous, là-bas, nous construisons. Nous, là-bas, nous apportons. J'ai créé une radio-télévision puissante. C'est quand même révolutionnaire. Nous sommes en train de créer des chambres froides, des pharmacies, des hôtels. Massimanimba est en train de devenir une ville, et déjà une ville aujourd'hui avec des hôtels. Avec toute une vie nocturne, parce qu'il y a de la lumière. Or, Massimanimba n'a pas un ministre. Ça montre qu'il y a une prise de conscience dans Massimanimba et dans ce peuple, par ce peuple. Nous allons terminer cette émission, professeur Kinké. Vous êtes candidat à la députation et nous ne faisons aucun doute que le peuple dont vous portez si haut l'idéal va vous renouveler sa confiance. Vous êtes un candidat donc 168 sur la 7e page, voilà, dans cette circonscription-là. Mais je voudrais que vous puissiez terminer avec quelques mots parce que les frontières culturelles de ce peuple viennent aussi à Kinshasa. Si vous pouvez leur parler un peu dans la langue qu'ils comprendront bien, en leur passant le code de cette langue-là, parce que le code est essentiel. D'abord, je vous remercie. Merci. Je peux continuer. Oui. Effectivement, je candidat député. Candidat député, Ibazola, peuple,
appui confiance de construire Mbuliedo na lingi peuple apesa na confiance na ye pour te construire mboka na biso mais problème eza boye émission tosalaga bandeko na ngai epai nazali bakomona yango te ekosuka na Kisasa oyo nde problème toza nango biso na bandundu biloko nyonso ezolega na Kisasa na bandundu ekomaka jamais mais biso toza parti politique to présenter ba candidat na côte ouest mobimba na mboka na biso ya Congo balobaka bandundu Kisasa na Bakongo toko gagner ba député belé parce que peuple bon pesa biso ba voix est belé parce que boyebi que biso angani tozo construire mboka na biso na sima président Kabila tolingi opesa biso ba député belé poto former groupe parlementaire poto changer biloko et ça a été que voter mutu na mutu te ba votaka parti ba votaka projet politique parce que parti ne mutu ko changer likambo mutu moko akoki ko changer te bazo kosa obo voter ba individu lokuta ba votaka ba individu te ba votaka projet politique donc ba votaka parti politique on est gagné na ba député 100 ba député 200 ba député 30 a commis membre a pesi ba ministre député a changé l'eau comme côté député a fondé la porte mais député a signé a arrêté a construit ça église des ministres gouverneurs commissaires de district bon pesa biso ba voix est belé peuple ben nous pesa ba voix mingi nous douwi ma voix mingi comme ça doit goma hadu abago diriger Mbuldi. Merci beaucoup. Vous voyez, le professeur Kinké, honorable Kinké, n'a pas perdu le talent d'orateur. Et je suis donc heureux de vous avoir eu ce matin avant votre départ pour Massimanimba. Et je reste donc suspendu à la continuation de la réflexion. Vous avez donc posé les bases d'une grande réflexion. Les partis politiques congolais ne pourraient-ils pas épouser la réalité sociologique plutôt que d'épouser des idéologies d'emprunt qui en réalité sont difficiles à être incarnées? Voilà la question clé que je retiens de cette émission. Il n'y a pas de conclusion. Et je crois que ceux qui ont suivi cette émission et qui voudraient faire un débat autour de cette question peuvent nous écrire. Pourquoi pas écrire directement au Soft qui publierait et à Géopolis qui publierait. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Je disais que j'étais à la recherche des idées originales. Voilà une idée pour la législature qui vient. Comment consolider la proximité du peuple et des partis politiques. Comment ne pas être dans les nuages quand le peuple, lui, il est sous l'eau. Au revoir et à la prochaine. Je vous remercie infiniment. Merci. Willy. Tu connais tous mes problèmes avant que je n'ouvre ma bouche. Tu connais le nombre de mes cheveux.